Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Bruno Delille. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de groupe Groen au Parlement bruxellois, puis vous avez été par le passé aussi secrétaire d'État en charge de la mobilité et de la fonction publique dans le gouvernement bruxellois. C'est important de le dire par rapport au dossier dont on va parler aujourd'hui. C'était hier la deuxième séance d'audition à la commission tunnel, spéciale sur les tunnels au Parlement bruxellois. Vous en sortez avec quel état d'esprit ? Hier, on a entendu 3 personnes qui venaient de l'administration, qui sont maintenant pensionnées, qui ont parlé sur la manière dont les tunnels ont été gérés les années 90 et début 2000. Et ça ne m'a quand même pas rassuré, parce qu'ils essayaient très fort de mettre l'accent sur c'est la politique qui ne nous a pas donné les moyens, mais au même moment, ils nous racontaient des choses qui sont ahurissantes. Donc le fait qu'on n'a pas les archives, on n'a pas les plans des tunnels parce qu'ils sont soi-disant mangés par des souris. Certaines auraient été stockées dans des piliers de pont. Oui, ce genre de choses. Le fait que pendant 6 ans, on n'a pas eu des contrôles externes par des firmes externes de nos tunnels parce que, soi-disant, ils ne trouvaient pas une firme privée qui pouvait le faire, ça me semble quand même très étrange. Le fait que les montants qui ont été donnés par les gouvernements montaient pour les tunnels, mais les dernières années n'étaient pas épuisés, pas parce que le politique l'a demandé, mais simplement parce que, voilà, c'était comme ça. Ça me rassure quand même pas et ça montre quand même que aussi l'administration a quand même pas géré les tunnels comme il fallait. Ouais. Moi, quand je les entends, j'ai envie de vous poser cette question. Effectivement, est-ce que la situation actuelle des tunnels, c'est une question, en fait, c'est le résultat d'un choix politique où on a privilégié la STIP et le vélo à Bruxelles? Oui, c'est ça qu'ils ont dit. Et qu'est-ce que vous répondez? Ça, c'est quand même très étrange. Ce n'est pas un choix de on va tout mettre dans les tunnels et donc on ne va pas avoir les bus ou pas de pistes cyclables ou l'inverse. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Non, mais comment a mis la priorité sur ça? Donc forcément, le reste passait en second plan. Mais il y a évidemment, il y a mis un accent sur la STIP et tout ça, et heureusement, parce que ça a donné la possibilité à énormément de gens à venir en transport en public, parce que nos tunnels sont déjà remplis. Et donc, il fallait faire tout cela, parce que les tunnels n'étaient pas capables d'absorber toutes ces voitures en plus. Mais ça n'a jamais été une discussion dans le Conseil des ministres, quand même pas pendant la période que moi j'étais là, de dire, voilà, on va donner ça au STIP, et on sait très bien qu'on ne va donc maintenant pas bien tenir nos tunnels. Ce n'était pas comme ça. Les rues ont quand même été entretenues. Quand Christian Debusser, qui est l'ex-directeur du département des ouvrages d'art et des voiries, dit on connaissait bien la version des écologistes pour les ingénieurs bétonneurs, qu'est-ce que vous répondez? C'est un peu du framing, évidemment. C'est dire les écolos sont contre les tunnels, donc ils ont boycotté les choses. Ce n'est pas comme ça. Les écologistes sont surtout des politiciens très responsables. Dans notre plan pour l'avenir, par exemple, on ne dit pas qu'on va fermer les tunnels. On va en parler tout de suite, mais on revient un peu sur ses déclarations à lui, parce qu'il vous pointe nommément du doigt. Il dit que vous avez refusé l'engagement d'ingénieurs et de conducteurs qui devaient vérifier en fait l'état de ces tunnels. Oui, ça c'était vraiment une mauvaise surprise qu'il a fait là, parce que ce n'est pas du tout vrai, évidemment. Ce n'est pas le ministre ou le secrétaire d'État de la fonction publique qui décide tout seul, est-ce que je vais prendre un juriste ou un ingénieur non, pas tout seul, mais il disait les demandes viennent devant. Enfin, ça, c'est l'autre directeur de M. Bourreau, l'ancien directeur de Bruxelles Mobilité, disait les demandes arrivent chez le ministre compétent, mais aussi chez le ministre de la fonction publique. Ça, c'était vous et qui tranche. Ce n'est pas le ministre des fonctions publiques qui tranche, c'est le Conseil des ministres qui tranche. C'est le ministre compétent qui vient avec une proposition et qui dit j'ai besoin autant d'ingénieurs, autant de juristes. C'est moi qui dis est-ce que c'est dans votre enveloppe? Si ce n'est pas dans l'enveloppe, c'est le ministre compétent qui doit refaire des choix. Et avec cette proposition, on va au Conseil des ministres qui décide dans sa totalité. Donc, il y a une responsabilité, mais c'est surtout au moment que le Conseil des ministres a décidé, c'est de lancer des procédures, c'est de garantir que tout se fait comme il fallait et dans les enveloppes qui ont été décidées par le Conseil des ministres et le Parlement. C'est ça le tâche. Ce n'est pas le ministre de la fonction publique qui va dire et dans ce service, je vais mettre quelqu'un pour l'entretien et dans Non, évidemment, c'est impossible de le faire. Comment vous expliquez que pendant les 3h30 de commission hier, ils ont répété tous les deux à plusieurs reprises qu'ils avaient un manque
manque de personnel, qu'il leur manquait des ingénieurs. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu de réponse alors au niveau politique? Oui, là, je pense que... il faut aussi poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'il y a quand même 500 personnes qui travaillent à l'intérieur de Bruxelles Mobilité. Oui, mais pour différentes missions. Ici, pour les tunnels oui, spécifiquement. mais si un directeur général constate que ces tunnels sont dans un état déplorable et même catastrophique, pourquoi est-ce qu'il ne met pas l'accent là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il choisissait à un certain moment d'engager des personnes pour la communication et pour des niveaux A comme juriste et tout ça, s'il savait qu'il avait vraiment besoin des ingénieurs? C'est un choix que lui a fait quand même. Il dit que c'est même politique. Le politique laissait engager des gens pour les vélos, pour la STIB, mais pas pour les tunnels. C'est quand même le directeur général d'abord qui propose les choix qui devaient être faits. Une deuxième chose, quand la politique lui donne la possibilité d'aller en extérieur pour travailler avec des firmes externes pour faire ses contrôles, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pendant des années et des années? Ça, c'est quand même des choix qui dépendent de l'administration. Et je ne veux pas pointer Mme Grauwels pour cela, qui était ministre compétent. Je pense que là, c'est quand même aussi une responsabilité de l'administration même. Il y a évidemment des questions politiques à poser aussi. Oui, parce que quand le directeur dit « Attention, les ministres étaient toujours d'accord pour les petits travaux, mais dès qu'on parlait des grands chantiers, ça, c'était non ». Oui, mais ça, c'est le ministre compétent de nouveau qui propose son budget au Conseil des ministres et qui fait des choix. Et donc là, Mme Grauwels n'a pas fait le choix apparemment de dire on va mettre la priorité sur les tunnels. Il n'y a pas eu de débat au Conseil des ministres sur ça, plus globalement? Donc le plan tunnel, donc on a beaucoup parlé de Léopold II et les rénovations de Léopold II. Ça a aussi été approuvé avec les Verts. Hein, donc si on était contre, c'est quand même une étrange décision de notre part de soutenir tout cela. Donc on a fait ce qu'on devait faire dans le Conseil des ministres, mais on peut poser la question de pourquoi est-ce que Mme Grauwels, si elle avait ce master plan, et si M. Moreau, comme il disait, j'ai dit à M. Chabert, à M. Smet, à Mme Grauwels que la situation des tunnels était très grave, s'il avait vraiment fait ça, pourquoi est-ce que Mme Grauwels n'est pas venue avec son master plan vers le Conseil des ministres? Ça n'a jamais été agendé comme tel, et donc ça c'est la question qu'on va poser la semaine prochaine. La semaine prochaine, elle sera entendue par cette commission ainsi que Pascal Smet. Oui. Quel avenir pour les tunnels maintenant? Oui. Vous proposez de les fermer purement et simplement dans les 10 ans. Oui, mais pas d'un jour à l'autre, évidemment, parce que ça, je sais très bien que ce n'est pas possible. On doit maintenant faire le choix, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va mettre 1 milliard dans ces tunnels? Sachant, 1 milliard? Ça va être sur 10 ans facilement 1 milliard. Pour les rénovations, maintenant, ça coûte déjà 523 millions au minimum. C'est ça qu'on nous a dit dans la commission. Et donc l'entretien après, c'est dans des millions par an que ça va être. Donc ça veut dire sur 10 ans, c'est facilement 1 milliard d'euros. Et ce n'est pas une solution pour nos problèmes de mobilité. Les embouteillages ne vont pas être 1 centimètre plus courts quand on rénove tous ces tunnels comme ils sont aujourd'hui. Donc ça veut dire, si on veut résoudre vraiment les problèmes de mobilité, on doit choisir d'autres alternatives. On doit donner une alternative à tous ces gens qui viennent en voiture aujourd'hui. Et c'est possible avec les RER, avec des métrobus. Mais sur les tunnels même, vous proposez qu'on les ferme tous? Parce que quand on entend écolo dit, attention, on va faire des études, on va voir tunnel par tunnel, voir si ça coûte cher ou pas, parce que ça c'est aussi à Bruxelles. Il y a certains tunnels qui fonctionnent comme aspirateurs voitures, qui ne résoudent pas de problèmes de mobilité, mais qui déplacent, comme Léopold II par exemple, qui déplacent un problème de mobilité que tu as à ta frontière vers le centre-ville. Il y a d'autres tunnels qui sont là pour la fluidité. Ceux-là, on peut les garder. Voilà, évidemment. Mais les tunnels aspirateurs, pour ces gens, on doit vraiment donner une alternative pour que tous ces Flamands et tous ces Wallons peuvent venir en train, peuvent venir en bus, ont des vraies alternatives. Même le vélo est pour beaucoup de gens une alternative. Il ne faut pas oublier qu'énormément de gens qui habitent tout près de Bruxelles viennent en voiture parce que le transport en public n'est pas capable de leur donner un service comme il faut. Mais si je vous suis dans l'idée de ne pas vouloir dépenser trop d'argent dans les tunnels, ça veut dire qu'il faut arrêter dès maintenant de faire des travaux? Non, ça veut dire
on va sécuriser les tunnels. Et donc hier, dans la commission, on a entendu que tout est possible, même un box dans le box, donc pour garantir qu'on peut les utiliser pendant encore quelques années. Mais ça va coûter moins, évidemment, que si on rénove tous ces tunnels pour les 50 ans à venir. Et l'argent qui se libère parce qu'on ne doit pas tout mettre dans ces tunnels, on peut l'investir dans le vélo, dans les transports en public, pour que ça puisse être des vraies alternatives. Et ça va aider à diminuer la pression automobile, ce qui est bien pour les habitants et ce qui est aussi bien pour notre économie, parce qu'il ne faut pas oublier, nos entreprises sont quand même bloquées par les embouteillages éternels. Une de leurs revendications, d'ailleurs. Jean-Claude Moureau, donc l'ancien directeur de Bruxelles Mobilité, hier revenait encore sur la situation, le mal-être qu'il y a dans cette administration. Vous avez été en charge de la fonction publique. Est-ce que vous avez perçu une dégradation comme ça ? Moi, je trouvais sa manière de réagir quand même un peu étrange. Donc dire que pendant la période qu'il était là, pendant 17 ans, tout était comme on était dans le paradis, et dès le moment qu'il partait, les gens tombent en dépression et tout ça, ça me semble très fort. C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas eu une dégradation au fil du temps de la fonction publique, du travail dans l'administration ? Moi, je ne pense pas. Évidemment, il y a eu des malaises parce qu'il n'y avait pas de cadre. On a refait le statut parce que ça devait être modernisé vraiment, mais on a fait ça. Il n'y avait pas de cadre linguistique, ce qui a bloqué des gens dans leur carrière pendant des années, qui a fait une malaise aussi. On a résolu ça. Il y a maintenant un cadre linguistique. Donc, on a fortement travaillé pour trouver une solution pour toutes les choses qui bloquaient les gens. L'administration a fortement augmenté aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus que 10 ans, on était à 1100 personnes. Maintenant, on est presque à 2000 personnes, ce qui a quand même allégé les tâches aussi. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont trop de travail ou qui sont en burn-out, parce que je crois bien cela et on doit les soutenir, mais je ne crois pas que la situation s'est dégradée dès le moment que M. Moureau a parti. Non, je pense qu'on a fait beaucoup de choses pour calmer la situation dans l'administration et on a réussi. Bon, maintenant, je ne suis plus dedans, évidemment. Si donc là, vous n'avez pas les dernières informations. Voilà, c'est ça. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour parler de cette commission. Donc, la prochaine commission, ce sera mercredi prochain. Et là, ce sera Pascal Smet et Brigitte Groels qui seront entendus par les députés. Voilà. Alors, pour demain, dans l'interview, nous recevrons Yann Yambon pour parler d'une toute autre thématique. Bonne journée et bonne soirée à tous.